Spark News, on est une entreprise sociale qui s'est dit, souvent on regrette qu'il n'y ait pas plus de choses positives dans les médias. Parce que les médias font un formidable boulot pour dénoncer ce qui doit être dénoncé. Ils ont un peu plus de mal à parler des solutions. Et on s'est dit, il faut comprendre pourquoi et travailler avec eux pour qu'ils puissent parler plus souvent des solutions. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est de sourcer des projets, de repérer des projets innovants dont on pense qu'ils devraient être plus connus. Ensuite, de les partager avec les médias et de connecter aussi ces initiatives avec des entreprises pour qu'elles puissent travailler ensemble. Alors, une petite anecdote pour que vous compreniez pourquoi on fait ça. Il y a quelques années, j'avais fait un tour du monde à la rencontre des initiatives. J'avais rencontré 2 jeunes au Chili qui, dans les années 80, se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour les gens dans les bidonvilles. Ils se creusaient la tête dans tous les sens. Et un jour, ils tombent sur un article qui parle du microcrédit de Mohamed Younous, qui était celui qui a inventé le microcrédit. Et à l'époque, le microcrédit, c'est les banques des pauvres. Personne ne connaissait. Et ils se sont dit, mais c'est génial, si ça marche au Bangladesh, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au Chili. Donc ils ont créé la première banque de microcrédit au Chili. Et 25 ans plus tard, cette banque, elle a permis la création de 100 000 emplois. Et après, je me suis dit, mais c'est incroyable, si le journaliste n'avait pas écrit l'article, il n'aurait pas changé la vie de 100 000 personnes. Et donc c'est cet impact que les médias ont, qu'on a eu envie de développer et de développer. Alors, vous allez me dire, comme souvent, oui, mais c'est pas ça qui fait vendre. On pense que ce qui fait vendre, c'est ce qui est trash, les catastrophes, etc. Et nous, on était convaincus du contraire. Donc une petite expérience qu'on a eue, c'est qu'on a convaincu un jour le journal Libération de faire un numéro dédié aux solutions. Et au début, ils étaient assez réfractaires. Ils nous avaient dit, bon, on va faire un test, mais on va faire ça le 26 décembre. Parce qu'en fait, le 26 décembre, c'était le pire jour de l'année en termes de vente. Donc comme ça, on ne prenait pas trop de risques. Et finalement, ce numéro a été la meilleure vente de l'année. Et donc, on a confirmé le fait que, contrairement aux idées reçues, les gens veulent qu'on leur parle des solutions. Et ça marche. Alors après, on s'est dit, c'est formidable, on va le faire avec les médias du monde entier. Et donc, on a convaincu 47 journaux dans une quarantaine de pays. Le Figaro, Le Monde, le Sunday Times, le Times of India, les plus grands journaux d'une quarantaine de pays. Et ensemble, on a fait un projet qui s'appelle l'Impact Journalism Day. On a demandé à chaque journal de faire 2 articles sur les plus beaux projets innovants qu'il y avait dans leur pays, sur l'énergie, l'éducation, la santé. Et on a mis tout en commun. Et le même jour, ils ont tous fait 8 pages en moyenne sur les solutions qui changent le monde. Et ça a permis en fait de toucher 120 millions de personnes. Et comme le projet leur a vraiment plu, que les lecteurs étaient contents, qu'ils ont augmenté leurs ventes, etc., on a fait un séminaire avec eux à Paris. Maintenant, ils veulent faire une chronique hebdomadaire. Voilà. Et c'est ça notre rôle, en fait, c'est de travailler avec les médias pour parler plus souvent des solutions. Et puis, un jour, les Échos, le rédacteur en chef des Échos, nous a dit ce que vous avez fait avec les journaux généralistes, c'est formidable, est-ce que vous pourriez faire la même chose avec les journaux économiques? Et puis en même temps, Valérie Logier, qui travaille chez Total, qui est responsable de la marque Total, nous a dit, mais moi j'aimerais bien faire un projet avec vous sur toutes les solutions business qui ont un impact positif sur le climat. Et donc on s'est dit, faisons-le ensemble. Donc on a co-créé un projet qui s'appelle Solutions & Co. Et ce projet fédère 16 plus grands journaux économiques. Donc les Échos, le plus grand journal économique en Inde, au Brésil, au Mexique. Il y a aussi le Financial Times qui est impliqué. Et pareil, le 18 novembre, alors notez bien cette date, le 18 novembre, vous pourrez lire 8 pages sur les solutions business qui ont un impact positif sur le climat. Voilà, et donc ça sera 50 solutions. 50 solutions, et on a fait avant un appel à projets. C'est-à-dire qu'on a invité les gens du monde entier à nous dire si vous avez des projets innovants, et il y en a peut-être parmi vous, donc ça vaut le coup pour la prochaine édition, faites-nous connaître vos projets. Et on a reçu plus de 500 projets de 80 pays qui ont un impact positif sur le climat. Voilà, alors on a la chance d'avoir, comme je vous l'ai dit, Total comme partenaire.
Ce qui est important, c'est même si on travaille vraiment ensemble et qu'on a co-créé ce projet ensemble, il y a une indépendance éditoriale, bien entendu, par rapport au choix des sujets sur les journaux, mais aussi sur les projets qui vont monter sur scène aujourd'hui. Et donc, j'aimerais inviter Valérie Logier, qui nous a fait confiance dès le début. Enfin, non seulement nous a fait confiance, mais elle a même co-initié ce projet avec nous. Et voilà, donc merci Valérie, déjà, au nom de toute l'équipe. Parce que ce projet n'existerait pas sans vous. Enfin, sans toi, en fait. Et donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans ce projet-là et en quoi ça faisait un sens par rapport à la stratégie de Total sur les questions d'énergie et du climat? Alors normalement, le micro marche, vous m'entendez? Oui, c'est bien. Merci Christian, bonjour à toutes et à tous. En fait, pour répondre à la question pourquoi ai-je proposé et souhaité que Total s'engage dans ce projet, eh bien, je crois que la réponse est assez simple. En fait, il y a eu, on peut dire, 2 temps. J'ai d'abord commencé par avoir un immense coup de cœur, en fait. Voilà, ça fait partie du travail et j'aime bien travailler avec des coups de cœur. Donc j'ai eu un gros coup de cœur. Et comme tous les coups de cœur dans la vie, ils arrivent rarement au moment où vous les attendez et rarement au bon moment en fait. Et quand Christian a débarqué avec cette idée d'Impact Journalism Day, pour faire court, ça faisait à peu près 18 mois que je mobilisais mon équipe autour du lancement d'une campagne de communication dans le monde, dans 20 pays. Et donc quand vous êtes sur ce type de projet, autant vous dire que vous êtes du matin au soir sur votre projet, et que vous essayez de vous simplifier la vie au maximum pour tenir le lancement et le D-Day, qui était en l'occurrence le 2 octobre. Et quand une dizaine de jours avant le début du projet, vous dites à votre même équipe, à qui vous dites « faut vraiment rester focus », leur dites bah, « alors finalement, 10 jours avant le lancement de la campagne mondiale, on va participer à un projet qui s'appelle l'Impact Journalism Day. Je vais prendre une partie du budget qu'on avait alloué à la campagne corporate pour financer ce projet. » Autant vous dire qu'en tant que manager, j'ai eu un petit moment de solitude quand même, parce que je ne me suis pas sentie portée par toute l'équipe spontanément. Mais ils ont eux aussi été séduits assez rapidement. Alors pourquoi ce coup de cœur? En fait, j'ai eu, dès le début où Christian m'a parlé du journalisme d'impact, la très forte intuition que ça correspondait bien à l'ADN de la marque Total. Et pourquoi j'ai eu cette intuition? En fait, Total, c'est une marque qui a 90 ans. Mais par rapport à toutes les autres compagnies pétrolières et gazières dans le monde, on a une particularité, c'est qu'on n'avait pas de pétrole chez nous, contrairement à Exxon aux États-Unis, BP en Angleterre, etc. Ce qui veut dire que dans l'ADN de la marque Total, il y a toujours eu le fait de travailler avec les autres et de co-construire. On ne s'est pas construit tout seul sur notre territoire national. Et en fait, ça c'est très important parce que Total s'est toujours positionné comme un acteur qui, par son dialogue avec d'autres parties prenantes, a fait émerger et naître des projets dans l'industrie de l'énergie. Et aujourd'hui, l'Impact Journalism Day, c'est bien exactement la même logique de mettre en lumière des projets pour les aider à grandir. Alors, je vous disais qu'il y avait eu 2 temps. Donc, effectivement, il y a eu le temps de l'Impact Journalism Day. Et puis, forte de cette expérience, j'ai effectivement demandé à Christian de regarder s'il était possible de monter un projet qui soit centré sur l'enjeu majeur que toute compagnie d'énergie responsable se doit d'adresser avec la plus grande intention, eh bien, le climat. Et donc, c'est comme ça qu'est né Solutions & Co. Finalement, j'ai essayé de me souvenir il y a combien de temps on avait eu cette discussion, mais je pense que c'est à peu près il y a une petite année. Et donc, ça fait plaisir aujourd'hui de voir qu'elle s'est réalisée. Alors, chez Total, on est convaincu, bien sûr, comme tous les autres énergéticiens, que le monde a besoin de plus d'énergie. Mais nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que surtout le monde a besoin d'une énergie meilleure. On a 100 000 collaborateurs dans le monde, dans 130 pays. Et tous les matins, ces gens-là se lèvent avec cette conviction que l'énergie doit être meilleure et qu'il faut la rendre meilleure. C'est d'ailleurs notre signature de marque, engagée pour une énergie meilleure, en anglais Committed to Better Energy, que vous retrouvez sur les affiches. Alors ça veut dire quoi une énergie meilleure? Une énergie meilleure, c'est une énergie plus propre, plus sûre, plus accessible,
plus efficiente aussi pour qu'on puisse en consommer moins et qu'on soit plus à pouvoir en consommer. Et bien sûr, par rapport aux enjeux climatiques, la consommation de nos produits, on l'assume, est à l'origine d'une partie du problème. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est pleinement nous investir pour être également une partie de la solution. Dans ce contexte d'énergie plus propre, où il faut limiter l'impact de nos produits sur l'environnement, on s'est positionné de façon très concrète. La première chose sur laquelle on se positionne, c'est que Total a l'ambition de devenir de plus en plus un gazier. Aujourd'hui, on a plus de 50% de notre production qui est du gaz, 52% pour être précise. Le gaz, il faut que vous ayez en tête que c'est l'énergie fossile la moins polluante. Elle émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Le deuxième axe qui est très important dans notre positionnement, c'est notre place dans le secteur du solaire, puisque nous sommes le deuxième acteur mondial du solaire, grâce à notre filiale SunPower en Californie. Un troisième axe qui est important, c'est tout ce qu'on fait en matière d'accès à l'énergie. Il y a plus d'1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans le monde. Et c'est une cause à laquelle on veut vraiment contribuer. Aujourd'hui, on a déjà donné accès à plus de 5 millions de personnes en vendant 1 million de lampes solaires qui sont facilement utilisables partout dans le monde, partout où les réseaux électriques sont soit inexistants, soit défaillants. Et notre ambition, c'est de donner accès à 25 millions de personnes en Afrique, accès à l'énergie, en vendant 5 millions de lampes à l'horizon 2020. Bien sûr, on travaille au quotidien sur l'efficacité énergétique de nos installations et sur l'empreinte environnementale de nos produits pour les réduire toujours plus. On est également présent auprès de la Banque mondiale et des Nations unies sur des initiatives internationales majeures. Et enfin, on a un engagement très fort pour favoriser l'innovation partout où elle se trouve. Et on sait qu'elle se trouve en partie dans les startups. Et l'opération Solutions & Co est complètement inscrite dans ce cadre pour faire émerger les meilleures idées pour le climat. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Mas, je suis donc, comme elle me l'a présenté, cofondatrice et directrice générale associée de WeNow, et je vais vous présenter une solution innovante. Alors vous avez tous entendu parler du scandale de Volkswagen. Et comme moi, vous avez découvert que les constructeurs automobiles ne savaient pas suivre les émissions et les législations sur les émissions polluantes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se déplacer, on prend tous et uniquement les transports en commun, on achète tous des véhicules électriques. Alors certainement demain, et on l'espère, ça sera la norme. Mais en attendant, on fait quoi? Il y a 40 millions de véhicules sur les routes, tout le monde utilise son véhicule. Moi, j'ai une solution simple, économe, et qui vous redonne le choix. Ça s'appelle WeNow, c'est un boîtier connecté, et ça permet au conducteur de gérer son empreinte sur le climat. Alors avec WeNow, vous mesurez vos émissions de CO2, vous améliorez votre conduite, et vous neutralisez vos émissions au fur et à mesure que vous les émettez. Je vous avais dit que c'était simple. Alors comment ça marche? C'est un petit boîtier qu'on met sous le volant. Voilà, c'est le petit boîtier. Qu'on met sous le volant, et ce petit boîtier va mesurer la consommation de carburant que vous allez faire au fur et à mesure. Il va également mesurer tous les éléments qui représentent votre conduite. Ce boîtier va dialoguer avec votre téléphone portable. Et sur ce téléphone portable, vous aurez installé l'application WeNow. Cette application va faire deux choses. Un, elle va vous proposer des conseils en fonction de votre conduite. Et comme on sait que le plus dur, c'est de tenir sur la durée, nous vous avons concocté un programme de suivi digne de Weight Watchers. Concours, challenge, mail d'information. L'objectif, c'est de conserver votre motivation. La deuxième chose que fait l'application, c'est qu'elle
elle mesure au fur et à mesure les émissions de CO2 que vous êtes en train d'émettre. Et nous, WeNow, nous nous chargeons de les neutraliser pour vous. Comment on fait? On plante des arbres, on finance des éoliennes. Il y a plein de projets. Et d'ailleurs, c'est vous qui choisissez le projet qui vous parle le plus au moment de la souscription. Avec WeNow, vous reprenez la main et vous devenez un acteur du changement sur le climat. Alors combien ça coûte? C'est économe. 15 € à chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère. Pour vous donner un ordre d'idée, un conducteur, en moyenne, roule 12 000 km par an. Ça équivaut à peu près 2 tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Ça va donc coûter seulement 30 € par an de rouler sans trace sur le climat. Et ces 30 € seront économisés grâce aux économies justement réalisées sur le carburant que vous allez faire avec l'app. Oui, c'est un projet vertueux, simple, économe, qui vous redonne la main. Alors, le projet, il a été designé pour vous citoyens, pour vous entreprises, pour vous taxis, logisticiens. L'idée derrière, c'est de vous séduire, comme ça a pu séduire les Nations Unies la semaine dernière, qui nous ont nommés champions de leur démarche Climate Neutral Now. À partir de maintenant, parlez-en autour de vous, connectez-vous sur le site web pour réserver en avant-première ce petit boîtier avec un prix d'amis. Et rejoignez l'aventure WeNow en venant financer notre initiative. Merci. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Et donc maintenant, je vais donc poser la question à Caroline, qui est la seule à avoir buzzé. Pour savoir, donc première question, qu'est-ce qui t'a interpellé dans le discours de Valérie? Et à partir de quel moment tu t'es dit que WeNow était une solution vraiment intéressante? Et la deuxième question, c'est ce sur quoi tu t'engages. Je te passe le micro. Est-ce qu'on peut récupérer le micro qui est par terre, pardon? Ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, moi, ce projet m'a beaucoup séduite dans le sens où on parle beaucoup du changement climatique, des émissions de CO2. Pour une fois, là, on a un exemple vraiment très, très concret et qui sera, je pense, très, très parlant pour les utilisateurs parce que les gens ne se rendent pas du tout compte combien d'émissions ils émettent, ni comment, par quel biais. Et là, concrètement, ils verront au fur et à mesure de leur consommation des chiffres s'afficher. C'est vraiment très, très concret. Je trouve qu'en termes de sensibilisation, c'est très, très intéressant. Ensuite, ça coûte pas cher, parce que franchement, 30 € par an, c'est pas grand-chose. Et puis, il y a un troisième volet qui est, en plus, je crois que ces ventes seront faites au profit de projets concrets. Donc, je trouve qu'il y a vraiment de multiples facettes qui sont toutes très intéressantes. Et donc, pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est de vous rencontrer pour en reparler, éventuellement faire un article dans notre rubrique Figaro demain qu'on a monté sur le site du Figaro.fr en partenariat avec Spark News, depuis l'Impact Journalisme Day auquel on a participé. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Caroline. On a un petit temps pour des questions du public. Si quelques-uns veulent poser une ou deux questions à Valérie, on a du temps pour 2 questions. Tout est limpide. Aucune question, le discours était parfait. Oui, le prix du boîtier. Le prix du boîtier pour le lancement, qui aura lieu en novembre, est de 49 € TTC. Et le prix normal est de 79 €. J'ai une question plutôt technique sur la mesure des émissions. Est-ce que ça se fait sur la base des kilomètres parcourus? Est-ce que ça prend en compte le type d'automobile, diesel ou essence? Oui. Oui, c'est l'intérêt de ce boîtier, c'est qu'il détecte exactement quel est votre véhicule. Il sait la motorisation, donc il sait le carburant que vous utilisez et il collecte l'information de la consommation de carburant. C'est une information qui est directement liée à l'émission de CO2.
J'avais une autre question. Et quelle est la durée de ce boîtier? Est-ce que tous les ans, vous le changez ou est-ce que c'est à vie? Alors, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Aujourd'hui, il y a 32 personnes qui circulent avec ce boîtier en test. Normalement, c'est plutôt à vie. On s'engage aujourd'hui sur 3 ans de garantie et voilà. On a le temps pour une dernière question au fond. Ah non, on a là aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, au point de vue de la commercialisation, qu'est-ce que vous visez? Donc les personnes physiques ou les entreprises? Et suivant le cas, quel est votre canal de distribution? Très bonne question. Les deux, mon capitaine. Nous visons à la fois le grand public et la commercialisation débute en novembre sur notre site web. On aura également des partenaires commerciaux comme Oscaro.com par exemple qui vont sans doute faire du retail sur leur plateforme. Nous visons aussi beaucoup le B2B, donc les flottes d'entreprises. On a approché entre 40 et 50 entreprises ces derniers temps qui sont extrêmement intéressées puisque ça leur permet plusieurs choses. Ça leur permet de faire un bilan carbone, ça leur permet de mobiliser leurs conducteurs. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la clé finalement de la consommation de carburant, c'est pas le gestionnaire de parc. Donc c'est extrêmement intéressant pour eux. Merci. Dernière question au fond et après on passe au deuxième projet. C'est des questions très pratiques, il y en a deux, c'est comment ça s'installe et ensuite est-ce qu'il faut absolument avoir un smartphone parce que je trouve que c'est un super cadeau de Noël mais je pense à mes parents et il n'y a pas de smartphone pour eux. Alors, réponse des questions, oui. Alors je réponds à la deuxième question, oui malheureusement il faut un smartphone dans cette première version de notre système. Probablement demain, on aura une autre solution, mais pour l'instant, c'est la solution. La deuxième question qui concerne comment ça s'installe, il y a une petite prise qui est sous le volant ou à côté de votre levier de vitesse, qui est un peu caché, mais qui est soit sous une trappe, soit carrément visible. Il suffit juste de se pencher sous le volant, et ça met 1 minute pour se plugger dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Hop. Plein d'applaudissements pour elle. À présent, je vais appeler sur scène un autre projet, qui est un projet particulièrement coup de cœur pour ma part, puisque c'est un projet un peu magique qui permet de créer de la lumière naturelle, sans électricité. Mais je ne vais pas en dire davantage et j'appelle tout de suite à nous rejoindre sur scène Sandra, CEO et fondateur de Glowy. Bonsoir. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des slides, juste, c'est ça, il me manquait un élément. Super, merci. Donc, Glowy, c'est la mer qui nous éclaire, parce que la mer, elle, est capable de produire de la lumière naturelle sans électricité, parce que 90% de ses habitants, calamars, méduses, plancton, poissons, produisent de la lumière naturelle. Et donc chez Glowy, on est convaincu que ces petits poissons sont la solution à nos grosses problématiques écologiques et économiques de l'éclairage tertiaire. Utiliser cet éclairage biologique, ça voudrait dire plus de factures d'électricité, plus de besoin d'infrastructures, puisqu'on est sur un système qui est biologiquement produit et autosuffisant. Ça voudrait dire aussi plus de pollution lumineuse, puisque cette lumière est naturelle et donc ne dérange pas les écosystèmes des villes comme les oiseaux ou les insectes. Et ça voudrait dire aussi plus de systèmes de production très lourds et émetteurs en CO2, puisqu'on est sur une matière première vivante qui se reproduit de manière très simple et de façon exponentielle. Glowy, c'est donc un système d'éclairage qui vise la bioluminescence, qui est une réaction chimique régie par un gène dans la nature. Et ce gène, nous l'utilise à une échelle bactérienne pour faire une solution bactériologique qu'on met ensuite à l'intérieur d'une coque transparente. Et cette coque, en fait, est complètement personnalisable et moulable en forme et a la faculté de produire un système d'éclairage autosuffisant, sans consommation d'électricité, sans pollution lumineuse, et surtout qui a des facultés aussi de portabilité puisqu'il est complètement autonome. Glowy, c'est donc, ce ne sera jamais une lumière qui remplacera toutes les sources d'électricité. C'est une lumière qui est là pour permettre de diversifier les énergies.
Alors pourquoi il disait glowy? Glowy, c'est une lumière qu'on peut utiliser par exemple là où l'électricité est interdite. Aujourd'hui, l'éclairage de vitrine est interdit depuis 2 ans, et donc glowy permettrait d'être une véritable solution alternative écologique et économique à ce système d'éclairage en proposant finalement un nouveau vecteur de communication aussi, et un déclencheur de curiosité qui permettrait définitivement et donnerait aux marques la véritable opportunité d'éteindre leur vitrine pour ne pas perdre en visibilité. Glowy, c'est aussi une lumière qu'on peut utiliser là où l'électricité peut être remplacée. Par exemple, dans le paysage urbain, sur les monuments historiques, sur de la signalétique, du mobilier urbain. Mais glowy, c'est aussi une lumière qui pourrait être utilisée là où l'électricité est trop compliquée et trop coûteuse à installer. Et donc, quand on parle de zone reculée, on peut parler de zones en pays émergents où l'électricité est trop chère à mettre en place, mais aussi dans des espaces souterrains, sur de la construction, sur du chantier, ou encore dans des réserves et parcs naturels. Chez Glowy, donc, on cultive la lumière. Ça donne des aspects aussi très intéressants puisque c'est une matière vivante. Aujourd'hui, on est une équipe complètement interdisciplinaire. On est une dizaine à aller du design à la biologie synthétique en passant par les biotech et le droit de l'environnement. Et cette équipe-là nous a permis en 1 an de laboratoire de mettre au point un premier produit éphémère qu'on va lancer dans quelques semaines pendant la COP21 sur des événements, et ce produit-là donc sera le premier produit au monde biologique d'éclairage qu'on retrouvera à divers endroits dans Paris pendant la COP21. J'espère vous avoir embarqué avec moi dans la révolution de l'illumination. Bravo, merci beaucoup. Alors nous avons Baptiste qui a été le premier à appuyer sur son buzzer pour Radio Classique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi et ce à quoi tu t'engages? J'ai trouvé l'exposé très clair et tu es allé direct au but. En 30 secondes, on savait déjà de quoi ça parlait et de comment ça fonctionnait. Le côté bioluminescence, c'est inédit, c'est assez drôle, donc j'ai trouvé ça marrant et ça m'a tout de suite accroché. Et puis les différents facteurs qui jouent, le facteur énergétique, économie d'énergie, biodiversité, avec le moins de luminosité en zone urbaine, tout ça, voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup je m'engage à faire une interview et sans doute du coup un sujet qui passera en matinale peut-être dès demain matin. Voilà. Merci. Wow. Bravo. On a aussi Emmanuel Moreau de France Inter qui a buzzé. Alors, je m'aperçois que c'est une innovation qui plaît à la radio. Et pourquoi? Mais c'est ça, en fait. Et c'est tout de suite là-dessus que j'ai tilté. Je me suis dit, mais ça frappe notre imaginaire. On est tout de suite transposé parce qu'il s'agit de la lumière. Et la radio, pardon, on le sait qu'on est plus fort que la télévision parce qu'on n'a pas besoin des images, parce qu'on crée l'image dans la tête de l'auditeur. Et je trouve que ce projet, il crée l'image tout de suite. Et en plus, le nom me plaît, Glowy. On s'en souvient tout de suite. Donc je me suis dit, déjà, là, il y a les éléments qu'il faut. Et puis après, les différentes adaptations que l'on peut en faire, on s'aperçoit que vous nous en citez quelques-unes, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres, peut-être même auxquelles vous n'avez pas pensé. En revanche, je n'ai pas tout à fait tout compris dans le procédé technique, mais ça pourra donner l'occasion justement d'une interview pour que vous soyez un petit peu plus, comment dirais-je, pour expliquer d'une façon, pour vulgariser, ce qui est l'exercice le plus difficile qui soit. Merci. Merci. Et on a aussi Claudine qui a buzzé. Claudine, tu veux nous expliquer pourquoi? Merci. Il y a l'aspect innovation technologique que j'ai trouvé vraiment intéressant. En plus, on s'aperçoit maintenant qu'il y a des solutions d'éclairage, que ce soit le LED ou les ampoules à économie d'énergie qui posent un certain nombre de problèmes. Et puis aussi le côté économie d'énergie pour l'éclairage urbain, par exemple, ou pour éclairer les zones qui n'ont pas accès à l'énergie ou les plus reculées. Donc pour tout ça, je trouve ça intéressant. Et puis surtout l'innovation technologique qui est très étonnante. Et puis c'est aussi un sujet image, pas seulement pour la radio. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des gens dans le public qui veulent poser une question à Sandra? Oui, Sophie, si tu veux bien. Moi
Moi aussi, je suis transportée par cette technologie et par ce côté créatif, imaginatif, féerique même, je dirais. Mais je voulais savoir un petit peu, parce que, bon, personne s'y intéresse, mais au niveau du coût, par exemple, pour une ville urbaine comme Paris, ou je ne sais pas, un événement comme Events, un salon, etc., combien ça coûte à peu près par rapport aux autres ? Aujourd'hui, c'est très compliqué de vous donner un prix puisque ça dépend évidemment du stade, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, on arrive à des coûts très faibles. On est très conscient que de faire un produit d'éclairage qui n'est pas compétitif économiquement parlant, ça n'a finalement aucun sens. Donc aujourd'hui, toute notre recherche va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on s'enlève des pistes d'innovation technique parce qu'on sait que ça coûtera trop cher. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de production, et c'est là où on gagne véritablement en termes de coûts, c'est qu'on est sur une matière qui se cultive. Et cette matière vivante, elle se cultive très facilement, donc on ne vient pas prélever de la matière première et la transformer chimiquement, par exemple. On vient simplement cultiver des bactéries. Donc c'est sur des infrastructures très légères et c'est sur ça surtout qu'on va gagner en coût de fabrication. Aujourd'hui, ce qui coûte finalement le plus cher, c'est cette coque qu'on vient personnaliser, puisque le travail est fait artisanalement. Mais ce sont aussi des procédés qui sont très simples, et c'est vraiment sur les coûts de production qu'on va réussir à être compétitif. Puisqu'ils sont finalement très faibles. Après, il y a des coûts d'installation aussi sur lesquels on gagne beaucoup puisque l'installation est très très simple. J'en ai pas parlé, mais c'est un système qui est notamment adhésif aux surfaces lisses et aux surfaces vitrées. Donc il n'y a pas besoin d'infrastructure, il y a simplement besoin de faire ça. Et le système adhère sur une surface verticale le vitrée. Donc tous ces coûts-là font qu'on va réussir à être compétitif en termes d'éclairage et aussi parce qu'on fait véritablement des choix technologiques. On ne va volontairement pas dans des voies dans lesquelles on sait que ça nous coûtera cher de faire fabriquer le produit. Oui, je voulais savoir pour la durée de vie du produit. Enfin, ça dure combien de temps ? Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on lance un premier produit pour l'événementiel. C'est une lumière éphémère. C'est un produit aujourd'hui qui dure 72 heures en continu de lumière, ce qui est déjà un gros progrès puisqu'on est parti de quelques secondes de lumière et avec un besoin d'agitation de cette lumière. Donc aujourd'hui, on est à 72 heures. L'objectif, c'est à la fin de l'année prochaine d'avoir 1 mois de durée de vie. Et cette durée de vie nous permet d'attaquer des marchés comme celui de l'éclairage de vitrine, mais aussi de repenser des business models qui sont associés finalement à ces nouvelles innovations vivantes, à savoir qu'en fait on proposera un système d'abonnement. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter ma lumière, mais je vais m'abonner à ma lumière tous les mois, ce qui nous permet de remplacer le système, mais aussi à nous de récupérer le système en fin de vie pour le replacer dans des circuits de valorisation. Et évidemment, on espère atteindre beaucoup plus en termes de durée de vie. On travaille aussi à des systèmes très simples de recharge qui permettraient de venir nourrir en fait, son système lumineux pour le régénérer. Et c'est l'avantage du vivant, c'est que tant que ça continue à vivre et à être dans de bonnes conditions, on va réussir à produire cette lumière. Super. Merci beaucoup, Sandra. Bravo à toi. Et bon succès futur avec Glowy. Alors, on passe à notre troisième porteur de projet. On est dans l'économie collaborative, cette fameuse sharing economy. On pense en général rapidement dans le secteur de l'économie collaborative et à la mobilité à Blablacar. Mais demain, on pensera surtout à Zen Park. Aujourd'hui, on accueille Ludovic, qui n'est pas le CEO, mais qui est le directeur communication et marketing. Et bienvenue Ludovic, et tu as 3 minutes pour convaincre les journalistes. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ludovic Père, je suis directeur marketing communication de Zen Park. Je m'excuse au nom de William qui est retenu dans un rendez-vous très important. Alors moi je vais vous parler de mobilité, mais même plus précisément je vais vous parler de parking. Et oui, c'est sexy. Justement, on y arrive. Il y a une petite phrase qu'on aime beaucoup. Donc, on est plusieurs chez Zen Park à venir de la mobilité et de l'autopartage. Il y avait une ancienne publicité de Zipcar qui mentionne qu'en fait, en moyenne, les gens passent 350 heures par an having sex. Je ne vais pas vous le traduire. Alors qu'en fait, ils passent 420 heures à rechercher un parking. Donc nous on trouve ça super intéressant, on est carrément d'accord avec eux. Mais en fait même on va essayer d'aller un petit peu plus loin, même dans la chaîne de la mobilité en général au niveau des véhicules. Et on va travailler nous sur le parking partagé. Donc aujourd'hui en fait on est le premier réseau de parking partagé en France. On a une mission qui est assez simple en fait, c'est vraiment d'utiliser les places libres de nos partenaires, donc des parkings des partenaires. C'est des parkings des hôtels, des bailleurs résidentiels, des entreprises, administrations, etc. La présentation continue toute seule. Et en fait, on va permettre à nos clients de venir y stationner.
En fait, il y a un constat qui est assez simple. C'est que là, pendant que je vous parle, il y a un automobiliste sur 3 qui est en train de chercher une place. Et en fait, au même instant, il y a des centaines de milliers de places dans les grandes villes européennes qui ne sont pas du tout exploitées, qui ne sont pas proposées au grand public. Donc, nous, on va dire qu'on va parler à 3 entités, on va essayer de leur faire plaisir. D'une part, il y a les automobilistes. Donc, grâce à notre système de réservation, ils vont pouvoir trouver une place directement et ne plus circuler. Donc ils vont la réserver et ils vont avoir cette place à un prix qui va être extrêmement compétitif, à peu près entre 30 et 70% moins cher par rapport au marché. Ensuite, il y a les propriétaires de parking, c'est nos partenaires. Donc on va leur permettre de générer des revenus additionnels. Là où ils ne feraient pas d'argent, je dirais, avec quelque chose qui leur coûte beaucoup d'argent, notamment pour les hôtels, où vous pouvez imaginer qu'en journée, on a beaucoup de places libres dans les parkings des hôtels. Et en fait, les villes aussi, donc, on va les aider. On les aide bien sûr sur la partie trafic et donc émissions de CO2, etc., en réduisant, je dirais, le temps de recherche d'une place. Mais en fait, surtout, il y a un point qui est assez intéressant, c'est qu'on va les aider à libérer la voirie. C'est-à-dire que en mettant les voitures sous terre, encore une fois en partant de l'existant, on va accompagner en fait le fait de libérer, je dirais, cet espace pour l'autopartage, pour les modes doux et les transports en commun, etc. Alors l'expérience client elle est extrêmement simple. Comment ça se passe chez Zenpark? Donc on installe une technologie qui permet de transformer le parking en objet connecté, donc sur une certaine partie. C'est très simple. Donc vous vous inscrivez chez Zenpark, vous trouvez votre parking et vous réservez votre place. Ensuite vous pouvez vous faire guider jusqu'à votre parking et enfin quand vous arrivez devant le parking avec votre mobile, mais également on propose des petites télécommandes qui peuvent ressembler un petit peu à ça, pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, mais c'est 90% des gens utilisent le smartphone. Donc avec votre smartphone, vous ouvrez la porte des parkings, parce que ce sont des parkings privés, sécurisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà. Ensuite, vous êtes débité automatiquement sur votre carte bancaire de votre consommation. Donc on a vraiment le mobile en fait qui devient un sésame et en fait qui permet au niveau de la ville d'accéder à l'intégralité du réseau de parking Zenpark. Alors Zenpark aujourd'hui, c'est d'ici la fin de l'année une centaine de parkings. On a plus de 10 000 clients et on est présent dans 5 grandes villes. On a un gros enjeu en 2016. Hop, ça va trop vite. Gros enjeu en 2016, c'est de proposer 300 parkings, d'être présent dans la plupart des grandes villes françaises et on va commencer notre internationalisation également. Alors voilà, bon là j'avais un petit cadeau pour finir cette présentation, mais ça c'est pour les journalistes méchants qui ne parlent pas de nous. Et voilà, et ça c'est la version en fait pour les journalistes gentils qui parlent de nous, mais c'est également pour vous tous qui êtes présents ici, parce qu'en fait je vous invite vraiment à tester le service. Il faut savoir qu'avec 10 € offerts, je ne sais pas comment fonctionne cette télécommande. Je m'y connais plus en parking en fait. Et en fait voilà, avec ce crédit stationnement de 10 €, vous pourrez vraiment tester notre parking et sur certains parkings, c'est à peu près l'équivalent d'une journée de stationnement. Voilà, donc merci à tous pour votre présence, intérêt. Ou pas. Merci beaucoup Ludovic. Merci. Donc j'ai vu que ça avait buzzé par là. Je pense que c'est Pascal. Donc je vais te passer le micro. Merci. Eh ben, j'ai buzzé tout simplement déjà parce que c'était un réflexe d'utilisatrice, d'automobiliste qui, bon, vous l'avez dit, a galéré des heures et des heures durant pour trouver un parking. Et quand on en trouve un, ça coûte très très cher. Donc je trouve que votre solution, elle est évidemment innovante. Elle repose surtout ce qu'on voit en ce moment d'explosion de conso collaborative. Elle est évidemment écologique parce que le temps qu'on ne passe plus à tourner et à chercher une place, eh ben, on pollue moins. Et si en plus au final le stationnement est moins cher, eh ben, c'est parfait. Donc voilà. Et donc, eh ben, je m'engage enfin, à ce qu'on se revoie pour discuter plus avant et puis sans doute faire une séquence dans un de nos sujets bientôt. Merci beaucoup. Bravo à toi encore Ludovic. On passe le micro à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour Ludovic? Tout est clair. Vous roulez tous en scooter et n'avez pas besoin de vous garer. Pas de questions. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.
Et donc maintenant, avant de vous présenter le prochain projet, j'aimerais vous expliquer le fait que moi j'adore les feux de cheminée. Mais le problème, c'est que ça consomme beaucoup de bois, qu'en plus, dans mon appartement actuel, j'en ai pas. Mais l'idée de pouvoir avoir un feu de cheminée qui soit moins consommateur pour l'environnement, je trouve que c'est une excellente idée. Et donc pour ça, je voudrais inviter à nous rejoindre sur scène Valérie de Smart & Grid. Bonjour à tous, donc je suis Valérie Gramont, donc je vais vous parler de la marque Smart & Green. En fait, l'histoire a commencé en novembre 2010. Un jour, j'allais rendre visite à ma grand-mère, âgée de 90 ans, que j'ai trouvée toute triste ce jour-là, qui m'a avoué qu'elle n'arrivait plus à faire du feu dans sa cheminée. Ça devenait trop compliqué pour elle, l'utilisation du bois. Je suis femme de marketing et je me suis dit, c'est quand même fou qu'au XXIe siècle, effectivement, on continue à utiliser les mêmes bûches de bois que les hommes préhistoriques d'il y a 2 millions d'années et qu'on ne propose pas des outils beaucoup plus pratiques dans ce domaine-là. Donc l'idée a commencé à faire son chemin. J'ai cherché une matière première propre à cet usage et j'ai finalement jeté mon dévolu pour plusieurs raisons, sur le marc de café. En fait, il faut savoir qu'en France, 90% des adultes consomment quotidiennement du café. Donc c'est vraiment un produit extrêmement utilisé dans notre pays. En moyenne, on consomme 2 à 3 tasses par jour. Quand on cumule la totalité de cette consommation, finalement, par an en France, on finit par générer l'équivalent de 2 tours Montparnasse de déchets marc de café. Donc c'est vraiment colossal en termes de déchets et il faut à tout prix en faire quelque chose et le recycler. La deuxième caractéristique extrêmement intéressante du marc de café, c'est que c'est un excellent combustible. Ça, c'est connu dans la bibliographie scientifique. Quand on compare le pouvoir de chauffe en fait, du marc de café au bois qu'on utilise habituellement dans notre cheminée, il faut savoir que le pouvoir de chauffe du marc de café est supérieur de 67% à celui du bois. Donc c'est vraiment une caractéristique extrêmement intéressante pour en faire un produit à usage des appareils de chauffage au bois. Voilà, j'ai utilisé l'ensemble de ces caractéristiques du marc de café donc pour faire des bûches, pour les cheminées, les poêles, les inserts, tout type d'appareils de chauffage au bois. J'ai donc lancé une bûche prête à l'emploi. L'idée, c'était vraiment d'apporter de la praticité, du confort et de l'écologie, bien évidemment. En matière de praticité, alors... Donc, cette bûche, il suffit de la mettre dans l'âtre. Vous n'avez plus besoin de papier et de petits bois pour lancer l'allumage. C'est vraiment un allumage simplifié au maximum. C'est une bûche qui va durer 2 heures en combustion. Donc, vous n'êtes plus obligé de passer régulièrement, vérifier que votre cheminée a encore du combustible. En matière de confort, c'est une bûche qui chauffe comme 4 bûches de bois. Donc, c'est vraiment extrêmement fort en pouvoir de chauffe. C'est une chaleur qui va se diffuser de façon extrêmement régulière dans la pièce, sans à-coups de chaleur, comme on peut les retrouver sur le chauffage au bois. Et puis, en matière d'écologie, une seule bûche permet le recyclage de 150 cafés. Donc, c'est vraiment tangible en matière de recyclage. 150 cafés, c'est la consommation d'un Français pendant 2 mois en café. Donc, il suffit que vous utilisiez 6 de ces bûches pour recycler la totalité du marc que vous aurez généré au travers de votre consommation de café. Voilà, c'est extrêmement facile en termes de recyclage. C'est fabriqué en France, en région Champagne-Ardenne, pour développer de l'emploi sur notre territoire. Et puis, ça a obtenu en 2014 la médaille d'or au concours Lépine, ce dont je suis très fière. Voilà. Alors, vous êtes tous en train de vous dire, c'est génial, c'est magique, où est-ce que je peux la trouver? Aujourd'hui, c'est un produit qui est diffusé dans une vingtaine de stations-service Total. Alors, je remercie le sponsor Total qui m'a aussi aidé à développer ce projet. C'est essentiellement des stations de Paris et de l'Île-de-France. À partir du mois de décembre, ça sera également présent dans 30 magasins Intermarché disséminés sur toute la France. Je serai également présente toujours à la porte de Versailles, au salon Made in France début novembre, où vous viendrez tous me rendre visite, bien évidemment. Le prochain objectif de ce projet, c'est clairement de développer la commercialisation, de trouver des circuits de distribution dans toute la France pour arriver à optimiser le chiffre d'affaires, bien évidemment, et permettre à l'ensemble des Français de pouvoir accéder à ce produit très facilement, en fait. Donc, si vous connaissez des circuits de distribution, si vous possédez des boutiques, des magasins, si vous avez des sites e-marchands, venez me voir pour qu'on mette en place des partenariats ensemble.
Merci beaucoup pour votre attention. Vous l'avez compris, avec Smart & Green, le feu devient enfin facile. Merci. Bravo. Merci Valérie. Alors ça a beaucoup buzzé pendant ta présentation. C'est d'abord Pascal qui a buzzé. Pascal, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi et ce à quoi tu t'engages? D'abord, j'ai une question, ça coûte combien? Alors la bûche est à 6 € l'unité. Voilà. Alors d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est des produits qu'on a déclinés aussi en version allume-feu pour le bois et le charbon de bois, pour les aficionados du bois. Donc ce sont des facilitateurs d'allumage, mais pour le combustible bois. Nous avons créé aussi des allume-bûches pour allumer très facilement des grosses bûches de bois sans être obligé de mettre du petit bois, des petites bûches pour lancer l'allumage de grosses bûches de bois. Et puis on a lancé un produit qui est très festif. Ce sont des bûches, ce qu'on appelle des bûches messages. C'est une bûche avec des motifs ou des messages comme Bonne année, Joyeux Noël, des bûches à offrir en fait pour faire, pour faire des petits cadeaux à l'occasion de fêtes comme la Saint-Valentin ou Nouvel An. Alors moi j'ai buzzé parce que j'ai déjà trouvé la présentation super bien faite, très attractive avec les comparaisons, deux fois la tour Montparnasse. Ça, j'ai trouvé ça très bien fait. Je trouvais ça innovant. Enfin moi personnellement je ne savais pas que le marc de café était un excellent combustible. Donc et puis c'est bien parce que c'est du recyclage, que ça peut être pratique et voilà, ça m'a séduit. C'est fabriqué en France, donc. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin. Merci. Donc, on en reparlera. Parfait, merci Pascal. Claudine, tu as buzzé ensuite en deuxième. Oui, pour moi, c'est un sujet grand public. On a vu tous les débats qu'il y a eu quand on a évoqué l'idée d'interdire les feux de cheminée en foyer ouvert. Voilà, il y a eu tout ce débat-là. Donc, en tout cas, ça passionne les rédacteurs en chef à France Télévisions, je peux vous le dire. Il y a le côté, évidemment, recyclage de déchets qui est très intéressant. Voilà, donc si c'est un bon combustible en plus. Est-ce qu'on connaît les émissions de CO2 par rapport au bois? Alors, CO2, non. Ce que je peux vous dire, c'est en monoxyde de carbone, on émet beaucoup moins de monoxyde de carbone que le bois, effectivement. Et en ce qu'on appelle les HAP, qui est un composant de la créosote, c'est la suie qui se dépose contre les parois de cheminée, on émet 4 fois moins de HAP que le bois, en fait. Voilà, donc c'est moins polluant que le bois, effectivement. Encore d'autres arguments. Et puis le Made in France aussi, on cherche toujours des initiatives. Super, merci beaucoup. Et enfin, Caroline, on t'a vu buzzer aussi pour le Figaro. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce qui a déclenché le buzz chez toi et ce à quoi tu t'engages? Je trouve cette dimension recyclage aussi très intéressante. Je trouve que c'est assez malin. Et puis, je consomme beaucoup de bois dans ma cheminée, je ne bois pas de café. Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce que ça dégage une bonne odeur de café? Non. Alors, les particules olfactives sont passées dans l'infusion, en fait. Donc, dans cette bûche, il n'y a plus d'odeur de café à la combustion. Vous avez une légère odeur de bougie, mais pas du tout d'odeur de café, en fait. Alors, il y a des gens qui regrettent, en même temps, au bout de 2 heures de combustion, avoir l'impression d'habiter chez un torréfacteur. Je ne suis pas sûre que ce soit satisfaisant pour tout le monde, en l'occurrence. Super, merci beaucoup. On applaudit bien fort encore une fois Valérie. Et ensuite, on prend 1 ou 2 questions du public si vous en avez. Reste encore un petit peu s'il y a des questions. Oui. Alors bonjour, je voulais savoir au niveau de la collecte du marc, comment ça se passe pour le moment? Alors aujourd'hui, j'ai 2 principales sources de collecte en fait pour le marc. Le premier, c'est une grande multinationale suisse, dont je ne citerai pas le nom, qui collecte ces capsules et qui réutilise l'aluminium de ces capsules, mais qui ne fait rien du marc de café. Donc je récupère une infime partie de leur marc de café. Et le deuxième, c'est la distribution automatique, donc des sociétés comme Selecta, par exemple, souvent qu'on connaît. J'ai un accord avec une société qui s'appelle Caron Service Automatique, qui est une société de distribution automatique de Châtillon, en fait, à la lisière de Paris, et qui également me fournit son marc pour le recyclage. Parfait. Y a-t-il une deuxième question? Ah pardon, on ne t'entend pas. Est-ce qu'il est envisagé de pouvoir faire une collecte du marc de tout le monde? Alors c'est une question que m'ont posée certaines collectivités locales. Pourquoi pas, on pourrait mettre en place des systèmes de collecte plus généralisés
au niveau d'une ville, par exemple. Après, c'est à réfléchir. C'est souvent des systèmes, sur le papier, c'est très simple, et dans la réalité, c'est souvent très compliqué à mettre en place, en fait. Donc, mais moi, je suis ouverte à toute proposition de ce type. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une deuxième question ? Non, c'était parfaitement clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Et c'est déjà notre dernier projet qu'on va appeler sur scène aujourd'hui. On est dans le domaine de l'énergie renouvelable, l'énergie propre avec de l'éolien, un tout petit peu particulier. C'est Marie Viala qui vient nous raconter ça pour le projet Nénuphar. Bienvenue Marie, tu as 3 minutes pour convaincre les journalistes. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Marie Viala, je travaille au sein de la société Nénuphar, je suis responsable du financement et de la communication. Donc Nénuphar, c'est quoi? Comme vous le voyez sur cette jolie image, Nénuphar conçoit et développe des éoliennes en mer, mais ce n'est pas n'importe quelles éoliennes, ce sont des éoliennes flottantes à axe vertical. Alors d'où est venue cette idée de développer des éoliennes flottantes? En 2006, 2 anciens collègues d'Alstom ont décidé de se lancer dans un pari un peu fou. C'est s'attaquer envers un nouveau marché qui n'était aujourd'hui pas exploité, l'océan. Mais l'océan, comment faire pour l'utiliser? Il faut s'éloigner des côtes, et donc l'éolien flottant sonnait un petit peu comme une évidence. Alors, l'éolien à axe vertical, c'est quoi? Aujourd'hui, Nénuphar combine donc 2 innovations. Le flottant, donc comme je vous le disais, ça permet de s'éloigner des côtes et de ne pas avoir d'impact visuel depuis donc nos plages, parce que ça, aujourd'hui, l'éolien est un petit peu controversé par rapport à ça. Et il y a de nombreux pays qui s'intéressent à cette technologie, puisqu'aujourd'hui la France s'intéresse beaucoup à cette technologie, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon, après la catastrophe de Fukushima, a voulu vraiment développer cette technologie et s'y intéresse fortement. Donc ensuite, l'axe vertical, pourquoi? Vous connaissez tous des éoliennes classiques, donc ce sont des éoliennes à axe horizontal. Je pense qu'il y a peu de gens qui le savaient, et même moi, avant d'arriver chez Nénuphar, je ne le savais pas. Donc vous voyez tous ces éoliennes en bord d'autoroute, par exemple. Et en fait, le rotor, donc les pales, tournent autour d'un axe horizontal. Et nous, la différence, c'est que ce sont des éoliennes qui tournent autour d'un axe vertical, un petit peu comme un tourniquet dans un jardin d'enfants. Et l'avantage, c'est qu'on peut bénéficier du vent dans toutes ces directions et donc avoir une meilleure rentabilité et un coût de l'électricité qui va être inférieur à plus de 30% par rapport à une éolienne classique. Ce sont des éoliennes aussi qui sont plus simples et plus robustes que des éoliennes à axe horizontal. Donc quelques mots sur la société Nénuphar. Aujourd'hui, avant, donc on était une start-up, aujourd'hui on est une véritable PME, puisqu'on est plus de 40 personnes qui sont basées entre Lille, Aix-en-Provence et Marseille. Et on opère à terre donc la plus grande éolienne à axe vertical au monde. Donc si on peut lancer peut-être la vidéo s'il vous plaît. Cette éolienne, donc, elle est actuellement en test à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille. Et elle est donc en opération depuis 1 an et demi. Donc je vous invite avec grand plaisir à venir la visiter. Et dans 1 an, on installera un nouveau prototype en mer, toujours sur les côtes méditerranéennes, au large de Fos-sur-Mer, à 5 km donc des côtes. Et ce projet Nénuphar, ce n'est pas le projet d'une seule entreprise, si on peut remettre, merci. Mais c'est aussi, on a vraiment réussi à rassembler plusieurs acteurs. Donc les pêcheurs qu'on a concertés pour essayer de trouver donc un emplacement pour tester notre éolienne et un emplacement qui va les gêner le moins par rapport à leur trajet de pêche. Mais aussi les élus locaux, les associations environnementales, les habitants qui ont absolument adhéré à ce projet. Et les petits poissons, comme vous pouvez le voir ici, puisque l'impact sur l'écosystème marin, il est vraiment moindre par rapport à des éoliennes donc classiques qui ont une grande fondation en béton. Et là, grâce à ce flotteur, on préserve vraiment l'écosystème marin. Le gouvernement aussi nous soutient grandement. Il a publié cet été un appel d'offres pour promouvoir donc des éoliennes flottantes et promouvoir des parcs d'éoliens. Et le président Hollande a choisi le projet du Nénuphar pour venir illustrer le lancement de la COP21 début septembre à l'Élysée. Donc on a pu exposer notre maquette dans les jardins de l'Élysée à ce moment-là.
Donc, en termes de communication, ben, le Spark Show là, vient à point nommé, puisqu'aujourd'hui, on vous dévoile en avant-première notre nouvelle conception et notre nouveau design. Et vraiment, c'est révolutionnaire dans le monde des énergies renouvelables. Donc, je pèse mes mots. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, on dit les énergies renouvelables, c'est bien, c'est nécessaire, etc. Mais c'est trop cher. Et là, aujourd'hui, avec ce nouveau concept, non, c'est pas trop cher. On a des coûts qui sont similaires au prix du nucléaire. Et grâce donc à 2 éoliennes qui vont être situées sur un seul flotteur, on arrive vraiment à réduire grandement ce coût et donc à être aujourd'hui comparable, comme je vous le disais, avec des coûts du nucléaire. Donc, à 2 mois de la COP21, je pense que Nénuphar vraiment s'affiche comme un acteur dans la transition énergétique. Aujourd'hui, on noue des partenariats forts avec des industriels et on est en train de lancer notre 2e levée de fonds pour mener à bien donc nos prototypes et nos démonstrations. Je vous remercie donc pour votre attention. Bravo Marie, merci à toi. Alors moi j'ai vu personne buzzer parmi les journalistes. Alors soit j'ai loupé quelque chose, soit on va quand même vous demander pourquoi et vous demander sinon un 2e galop d'essai si vous voulez encore buzzer ou sinon nous expliquer soit ce qui manque au pitch parce que c'est aussi un exercice sur lequel on apprend des conseils de la part des conseils des journalistes à mieux développer ce qu'on dit ou est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut prendre la parole? Moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée, mais simplement en télé, on a toujours du mal à faire des reportages sur des prototypes ou des projets comme ça. C'est mieux, par exemple, de le faire dans 1 an, quand le prototype sera installé en mer. Voilà. On pourra tourner des séquences plus intéressantes. Il y a celui quand même à terre qui tourne, mais donc... Ouais, c'est un peu juste pour faire un reportage complet. Mais sur le fond, il n'y a pas de problème. Nous, on peut faire quelque chose. Merci. En tout cas, on garde le contact pour plus tard, peut-être. Est-ce que d'autres d'entre vous ont envie de dire un petit mot? La même raison? D'accord. Voilà. Non, c'était la même raison. Nous, en télé, c'est impossible de faire un reportage entièrement sur vous. Ouais. Je vous avais vu au lancement à l'Élysée, au lancement de la COP. Voilà, c'est intéressant, mais on va attendre que vous installiez votre prototype en mer. Moi aussi, en fait, ça m'a vraiment intéressé. J'aurais buzzé, mais en fait, on s'est déjà vu. Oui, on sait exactement. Et j'ai déjà fait un sujet, donc voilà. Tout à fait. Je suis désolé, j'ai pas rebuzzé. Merci. Est-ce qu'on a des questions du public? Des réactions? Oui. On a une habituée des questions, c'est génial. Alors, j'ai 2 questions. La première sur l'écosystème marin, par rapport au son, par rapport à le fait que ça fait beaucoup de bruit. Vous dites que vous vous éloignez des côtes. Vous vous approchez des orques, enfin de tous, peut-être pas des orques, mais des dauphins. Est-ce que ça n'aurait pas un impact, je ne sais pas, de les déstabiliser ou en tant que tel? Aujourd'hui, sur l'éolienne qui est testée à terre, elle ne fait absolument aucun bruit, vraiment. Donc, on imagine que ça sera la même chose en mer. Et il y a bien entendu des études qui sont prévues pour vraiment voir sur nos prototypes l'impact que ça aura sur l'écosystème marin et justement sur toutes ces espèces de poissons. Mais aujourd'hui, en tous les cas, ça ne fait pas de bruit. D'accord. Et au niveau par rapport à l'éolien offshore, est-ce que vous pensez, enfin bon après il faut se projeter dans l'avenir, que ça aura le même impact parce que ça se développe partout et c'est vrai que ça a été une sorte de jackpot, on va dire. Ça marche quand même très bien, l'éolien offshore. Et quelle est la grande différence? Pourquoi on favoriserait l'un par rapport à l'autre? L'avantage, c'est vraiment que nous, ça se voit pas depuis les côtes. Donc, l'éolien offshore, souvent, il est obligé de se situer plus près des côtes. Donc, nous, c'est vrai que ça en ouvre de nouveaux marchés. Et l'avantage, c'est vraiment là-dessus, c'est qu'il n'y a vraiment aucun impact visuel et donc une meilleure acceptabilité de la part du grand public. D'accord. Et sinon, au niveau du coût, ce sera à peu près la même chose? Au niveau du coût, oui, ça sera à peu près la même chose, mais moins cher. D'accord, merci.
Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je travaille dans l'énergie solaire en Afrique, donc je suis assez intéressé par vos technologies. Mais j'avais le fait d'aller en mer plutôt loin des côtes, à part l'aspect visuel, est-ce que ça a des intérêts en termes de potentiel de vent? Et ensuite, j'imagine qu'au final, toutes vos éoliennes, elles sont quand même câblées, donc elles sont reliées à la terre. Donc voilà, quelle est la problématique peut-être de câblage que vous avez et comment vous pouvez aussi trouver des solutions là-dessus? Pour le vent, en effet, il est plus régulier et plus fort en mer. Donc, on a un meilleur productible du fait qu'on soit situé donc en mer et loin des côtes. Et ensuite, pour être relié et pour acheminer l'électricité, donc on a des câbles électriques qui sont lestés sur le fond marin et qui permettent donc d'acheminer l'électricité de nos parcs éoliens jusqu'aux côtes. Donc après, on est forcément limité en termes de distance parce que plus on s'éloigne, plus le câble doit être long et donc ça commence après à devenir moins rentable en termes de coût. Merci. Est-ce qu'on a encore une question? Non. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Marie, bravo encore. Merci beaucoup. Et donc le Spark Show touche à sa fin. On vous remercie tous pour votre attention, votre présence. Si vous avez envie de nouveau contacter les projets ou savoir quels sont les projets qui sont passés, n'hésitez pas à regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, soit avec le compte @solutions&co ou le hashtag Spark Show. Vous retrouverez les identifiants de tous les projets qui sont passés. Merci à tous nos journalistes d'avoir participé au Spark Show. C'était un plaisir de vous avoir. Et bonne continuation au World Efficiency Forum. Merci aux porteurs de projets aussi. Merci et grand bravo aux porteurs de projets, pardon. Voilà, merci infiniment à l'équipe aussi, à Clémentine et Camille. Merci aussi à Nicolas qui a peuvent venir nous l'événement, rejoindre Morgane qui s'occupait de la communication, Adélie qui, dans l'ombre, a sourcé, trié plus de 500 projets, dont ceux-ci. Voilà, merci à tous. Il y a aussi tout le reste de l'équipe qui a moins participé au Spark Show en tant que tel. Mais voilà, et merci de votre présence à tous.